Bonjour Franck Tétard, Bonjour. merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ce Facecam. C'est donc une brève interview que nous allons mener par écran interposé. Vous êtes l'un des éclaireurs de dialogue de l'édition 2020 et c'est de géopolitique que nous allons parler ensemble. Vous êtes docteur en géopolitique, enseignant en histoire-géographie, co-auteur de l'émission Le Dessous des cartes sur Arte depuis ses débuts et coordinateur de la publication annuelle du Grand Atlas aux éditions Autrement. Dans cet atlas, vous analysez le monde comme il va et vous interrogez sur la mondialisation, ses possibles et ses impasses. Vous offrez au lecteur un outil indispensable, riche par sa concision, pour comprendre le monde. Quelle signification a pour vous l'édition papier de cet atlas annuel? Souhaitez-vous nous faire prendre conscience qu'il est nécessaire de poser les réalités pour réfléchir au monde tel qu'il va, aux forces en présence, aux enjeux importants? Cet atlas vise à donner des clés de lecture de ce monde qui change très vite et on a vu avec la crise du sanitaire liée au Covid qu'un certain nombre de fractures étaient peut-être plus apparentes en termes géopolitiques, les rivalités par exemple entre les États-Unis ou la Chine. On voit aussi que cette crise questionne sur le sens même de la mondialisation et des échanges et du fait que la production est de plus en plus basée très loin de chez nous et que, évidemment, tout ça suscite des interrogations lorsque l'on se retrouve en pénurie de masques, par exemple, ou de produits pharmaceutiques. Donc, tout ça, ça questionne et c'est à travers cet atlas, à chaque fois, essayer de comprendre quels sont les enjeux derrière ces grands mots que sont la mondialisation, derrière les rivalités de pouvoir, les rivalités de territoire, et tout ça à travers des cartes qui sont à la base même de cet atlas. Selon vous, est-ce important justement de fournir à travers cet atlas une photographie à un moment T du monde comme il est? Donc, ce n'est pas seulement à un moment T, c'est en réalité aussi le monde à travers certaines constantes, le monde à travers quelques repères fondamentaux. C'est vrai qu'on est toujours obligé de proposer et de revenir sur l'histoire. Et d'ailleurs, depuis la version 2020 de l'Atlas, on a une partie retour sur l'histoire, parce que l'histoire nous éclaire aussi sur justement ces constantes et aussi le fait que peut-être on peut lire et comprendre certains événements en regardant un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, et c'est ce qu'on a fait dans la prochaine édition, de voir comment s'est propagée et diffusée la grande peste noire du XIIIe siècle et du XIVe siècle, pardon. Et on voit très bien que déjà, c'était lié à ces grandes routes de la soie et ces connexions entre l'Asie et l'Europe qui avaient permis l'entrée, la diffusion de la peste sur l'Europe. Donc, on voit aussi cela et c'est assez intéressant de pouvoir comparer ces événements et de mieux comprendre du coup le présent. Alors, dans cet atlas, vous proposez donc différentes parties et de nombreux sujets agitent bien évidemment la scène géopolitique internationale. Si on part du monde, des pays qui sont souvent en première ligne de l'actualité, des pays qui sont dirigés par des hommes, donc il y a Donald Trump, Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro, Kim Jong-un, dans quelle mesure ici la diplomatie peut-elle être mise à mal par la personnalité si détonnante, si déroutante des dirigeants actuels? Ça, c'est une excellente question. Effectivement, on voit ça au quotidien avec par exemple, Trump, hein, que vous venez de citer, qui a une absence totale de grandes stratégies pour les États-Unis et la diplomatie américaine. Et finalement, nous a montré que son seul outil de diplomatie était Twitter, avec des déclarations dans tous sens, des critiques vis-à-vis de leaders, une incompréhension globale des réalités internationales et qui d'ailleurs sont aujourd'hui révélées à travers un ouvrage d'un de ses anciens conseillers. Et tout ça nous montre la fragilité que ça peut entraîner. On l'a vu avec deux exemples hein, concernant les États-Unis. Si le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, qui est un véritable j'ai envie de dire drame, parce que si la première puissance mondiale, économique mondiale, principale, l'un des principaux pollueurs mondiaux ne montre pas l'exemple, évidemment, c'est un peu difficile
ensuite de mobiliser le reste du monde. Et puis, on pourrait aussi voir le retrait américain de l'accord sur l'Iran, qui était peut-être imparfait, mais qui permettait en tout cas d'encadrer la nucléarisation de l'Iran et de redonner une certaine confiance et à l'Iran et une certaine stabilité à la région du Moyen-Orient. Alors, la représentation politique et ses institutions semblent être également en difficulté, et cela se traduit par l'émergence accélérée de mouvements populistes aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Je crois que ça traduit d'abord une inquiétude des citoyens vis-à-vis de la politique et surtout de l'absence de solution à des problèmes concrets. Les inégalités restent très fortes dans un certain nombre d'États, euh, le chômage, les difficultés économiques et le quotidien qui, pour bon nombre de personnes, sont véritablement précaires et qui donc favorisent finalement la diffusion d'idées simples. On leur fait comprendre que à travers certains leaders, eh bien que au fond tout pourrait être très simple si on se passait de la mondialisation, si on se passait de l'Union européenne, si on redevenait souverain sur notre territoire, si on excluait telle ou telle population. Donc il y a aussi évidemment ce côté radical, extrémiste et raciste souvent derrière ces idéologies. Et tout ça, à mon avis, traduit d'abord une inquiétude et des problèmes qui sont souvent liés aux inégalités sociales et aux difficultés économiques de la plupart des pays. Et puis des peurs qui sont mal expliquées. Évidemment, on peut toujours revenir sur l'immigration et l'immigré, l'autre qui fait peur et qui est souvent le bouc émissaire de ces populistes. L'un des grands enjeux de notre époque est l'urgence climatique, et l'on voit ici émerger de jeunes voix, comme Greta Thunberg, qui a sans doute fait plus pour la cause climatique en quelques mois que 40 ans de la COP, peut-on lire dans l'introduction de l'Atlas. Pensez-vous que la société civile va jouer un rôle de plus en plus important dans les grandes problématiques que l'on traverse? Je crois, foncièrement, je crois. C'est vrai que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, il y a aujourd'hui une communication qui est instantanée et mondiale. Et donc, une jeune fille comme Greta Thunberg peut immédiatement mobiliser pas seulement les Suédois, mais les Européens et peut-être l'ensemble du monde. Et on a vu effectivement des manifestations dans les différentes grandes villes mondiales autour de cette urgence climatique. Et cette mobilisation de la jeunesse est aussi très encourageante, de se dire que ces jeunes ne veulent pas d'un monde demain pollué dans lequel il sera difficile de vivre, mais ils veulent que dès maintenant, eh bien, il y ait de l'action. Alors évidemment, ça crée des tensions avec les hommes politiques, ça bouge aussi ces hommes politiques qui ont souvent un autre agenda, mais ces mobilisations me paraissent particulièrement intéressantes à décrypter, même si finalement on voit ce mouvement de mobilisation qui remonte finalement avec euh, les grandes réunions qui ont eu lieu à partir des années 90 autour euh, contre, j'allais dire, contre les grandes réunions autour de la mondialisation, le G7, le G20, etc. Et souvent, on a eu des contre-manifestations qui montraient justement que cette mondialisation écartait un certain nombre de populations et créait des inégalités. Et donc, il y avait déjà une prise en compte, une mobilisation importante autour de ces questions. Et aujourd'hui, je pense que ça va être aussi un moteur, avec quelquefois quelques limites et peut-être quelques dérives à contrôler sur la diffusion aussi de fausses informations qui peuvent avoir des incidences aussi en termes politiques. Alors, vous consacrez plusieurs articles dans l'Atlas à la science, que ce soit dans le domaine du numérique ou de la médecine. Et à propos de la dimension morale de la science, et ici plus particulièrement de la bombe d'Hiroshima, vous citez Albert Camus. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir, dans un avenir plus ou moins proche, choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Où en est-on selon vous? Ah bah, je pense que ça reste quelque part d'actualité et on peut toujours se poser aujourd'hui la question en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Jusqu'où doit-on aller ou ce qui apparaît comme le tracking dans le cas de la crise du Covid.
quelle société on veut, la société de la surveillance totale avec un objectif qui est celle peut-être d'assurer une société saine où par contre un certain nombre de libertés vont être entravées. Donc il y a véritablement ce questionnement qu'on retrouve aujourd'hui dans les grands enjeux scientifiques et je pense que l'intelligence artificielle va être un gros dossier, aussi bien en termes d'éthique que de surveillance, que de société. Est-ce qu'on veut une société où l'homme finalement apparaît un petit peu à l'écart face à une machine dominante qui risque de contrôler de plus en plus de segments de nos vies. Alors pour quel bienfait, c'est aussi la question qu'il faut à mon avis se poser. Alors, le Grand Atlas 2021 sortira en librairie en septembre et certainement qu'il y sera question de la pandémie mondiale que l'on a traversée et que l'on traverse encore, qu'a ébranlé ou mis en évidence le virus du Covid-19 dans le paysage géopolitique. Je crois il a mis en avant ou en relief plusieurs choses. D'abord les failles peut-être de la mondialisation et donc que peut-être sur un terrain économique, c'est très bien d'aller produire moins cher en Asie, mais lorsque les besoins surgissent, eh bien, nous sommes désemparés à ne pas pouvoir faire face à des pénuries. Et donc, les limites de cette mondialisation. Cette crise a aussi souligné des tensions plus grandes entre les grands acteurs mondiaux, et notamment, je pense à la Chine et aux États-Unis, et on entend beaucoup finalement quelle est la vérité, entre guillemets, quel est le récit, quelle est l'origine de ce Covid, et on voit les Chinois et les Américains se renvoyer la balle, et donc ça montre aussi qu'il y a une guerre de ces deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, et que c'est au fond ces deux États qui, à mon avis, encore dans les 30 ou 50 prochaines années, vont véritablement dominer l'échiquier mondial. On voit aussi le retrait européen, avec toutefois aussi des avancées européennes en termes sociaux. Et finalement, l'Europe nous montre aujourd'hui une solidarité qu'on n'attendait plus, ou en tout cas sur lesquels on commençait à douter, avec ce programme de refinancement de l'économie européenne pour faire face à cette crise. Donc voilà, cette crise souligne un certain nombre de choses en termes économiques, en termes politiques, et puis du coup, peut-être peut nous faire prendre conscience sur les choix que nous devrons faire pour l'avenir. Alors, les grands défis de la mondialisation que vous exposez dans l'Atlas, ils sont nombreux, mais on peut citer l'urgence climatique, la crise des démocraties, les problématiques autour de la migration, la baisse des inégalités, la gestion de notre sécurité numérique et j'en passe. Pensez-vous que finalement cette crise, le monde post-Covid-19, considérera encore ces grandes problématiques comme des enjeux prioritaires? Il faut espérer que oui. Sur la crise climatique, ça me paraît indispensable de continuer à en faire une priorité parce que, et tout le monde s'en est rendu compte, hein, lorsque les flux aériens, les flux de transport disparaissent, eh bien, les villes sont redevenues, entre guillemets, respirables. On entend les petits oiseaux chanter. Est-ce que c'est cela que l'on veut pour demain, ou on préfère continuer à produire à outrance sans véritablement s'intéresser à l'impact que nous, les hommes, hein, avons sur notre environnement, et surtout pour aussi penser à ces générations futures. En ce qui concerne, si on reprend un deuxième des thèmes que vous avez abordé, les migrations, évidemment, aujourd'hui, on se rend compte aussi que eh bien, ces inégalités mondiales génèrent des migrations, mais c'est aussi et avant tout des choix qui sont faits de manière forcée. Les gens ne décident pas du jour au lendemain de quitter leur pays sans une raison véritable. Et cette raison véritable, malheureusement, c'est souvent les conflits, la torture, la privation de liberté qui les pousse à quitter leur pays natal pour arriver dans un lieu où ils pourront vivre de manière correcte et dans une situation qui leur permettra de s'épanouir. Donc, tout ça, évidemment, reste, à mon avis, d'actualité. Et je crois que les migrants ont été peut-être pas les grands perdants, mais en tout cas ont été assez négligés dans cette période, y compris ceux qui se trouvaient en attente en France ou ailleurs ou en Europe pour avoir un statut de réfugié, par exemple. On les a un petit peu oubliés, ou ceux qui sont
en attente au bord des frontières ou ceux qui se sont noyés encore et toujours en Méditerranée. Merci beaucoup, Franck Tétart, pour cette conversation très éclairante et à bientôt à la librairie. Merci, au revoir.